promesse historique de calme et de sérénité. Fermez les yeux et laissez-vous envelopper par mes douces paroles, tandis que je vous raconte l'histoire que vous aimez le plus. Aujourd'hui, nous allons parler de toute l'histoire de l'Empire romain et de tout ce qui s'y rapporte. Je suis sûr que vous allez adorer. D'ailleurs, j'ai déjà ouvert une section réservée aux membres pour moins cher qu'un café. Pour continuer à créer du contenu, je vous laisse un commentaire. Pensez-y, vous pouvez annuler quand vous le souhaitez. Et maintenant, je vous laisse vous détendre. Commençons. Les légendes situent l'origine de Rome avec le jumeau Romulus traçant un sillon sacré sur le mont Palatin, tandis que Remus se moque du rituel et paie son audace de sa vie. Mais des fouilles modernes ont révélé des huttes ovales et des fondations de murs qui confirment l'existence d'une petite colonie fortifiée. Vers le 8e siècle, avant gissaient les rois étrusques, héritèrent de ce hameau pastoral et lui donnèrent une forme urbaine, creusant la Cloaca Maxima pour drainer la vallée du Forum et érigeant un arc de triomphe primitif annonçant la puissance naissante du Tibre. La dynastie tarquinienne consolida les symboles du pouvoir, le trône d'ivoire, la pourpre et le baluchon des licteurs, avec leurs bâtons et leurs haches cachées. Cependant, l'arrogance de Tarquin le Superbe et le viol de Lucrèce déclenchèrent une révolte qui jeta la dernière couronne dans le fleuve et baptisa la Nouvelle République. Avec l'exil des rois, l'obsession d'éviter toute monarchie future naquit, si bien que l'impérium fut partagé chaque année entre deux consuls dont la saine rivalité visait à empêcher la tyrannie. Pour préserver cet équilibre fragile, le Senatus Populus romain fut créé, une formule réaffirmant que la souveraineté appartenait aux citoyens et aux anciens, même si les patriciens se réservaient la majorité des votes et des clients. Les plébéiens, excédés par les dettes et les abus judiciaires, se retirèrent sur le mont Sacré lors de la première sécession, n'y retournant qu'après avoir obtenu des tribuns dotés d'un droit de veto et une loi écrite, les fameuses 12 tables, qu'ils exposèrent en public comme une télé-réalité juridique antique, tandis que la cité apprenait à se gouverner elle-même. Les premières légions abandonnèrent la danse phalange grecque et adoptèrent le manipule flexible, un système qui leur permit de combattre dans les gorges des Apennins contre les Samnites, dont le style féroce força. Rome a perfectionné la discipline, la voie appienne et l'octroi de parcelles d'agir publicus aux vétérans. Les guerres samnites forgèrent l'idée que la défaite était une parenthèse, non un destin, et que la résilience favorisait l'expansion à travers la péninsule, si bien que les anciennes acropoles latines furent transformées en forteresses, régies par le droit latin et l'obligation de recruter des contingents alliés. Les premières trières romaines patrouillaient en mer Tyrrhénienne lorsque les ambassadeurs carthaginois montèrent les marches du Sénat, annonçant qu'au sud se trouvait une puissance maritime aussi ancienne que Tyr, prélude inquiétant aux futurs affrontements puniques. À l'époque de la maturité républicaine, la conspiration de Catilina permit à Cicéron de prononcer des discours qui résonnent encore dans les manuels de rhétorique, et le Sénat se trouva capable de décréter un senatus consulte ultimum pour suspendre la légalité, afin de la défendre. Cependant, la gloire militaire transforma les généraux en chefs populistes. Marius professionnalisa l'armée et ouvrit la voie aux soldats sans terre, plus fidèles à leur employeur qu'à l'État. Sylla démontra qu'une légion victorieuse pouvait franchir le Pomerium et prononcer des proscriptions
et César perfectionna la leçon en menant sa 13e Gemina à travers le Rubicon avec la célèbre phrase « Alea iacta est », conscient que, désormais, la politique serait la guerre par d'autres moyens. Le dictateur réforma le calendrier, agrandit le Sénat et réduisit la dette. Mais l'accumulation de ses honneurs à vie alarma les républicains qui le poignardèrent sous la statue de Pompée aux ides de Mars. Le bain de sang de César déclencha une guerre civile qui prit fin lorsqu'Octave, rebaptisé Auguste, ferma les portes de Janus et proclama la Pax Romana, une période dorée durant laquelle une génération entière grandit sans connaître la guerre dans sa patrie. Auguste dompta l'ambition sénatoriale en distribuant du pain et des jeux, inaugura l'Arapacis avec des reliefs de propagande et fonda le culte impérial, si bien que l'obéissance politique devint presque une dévotion religieuse. Une architecture monumentale accompagne le programme idéologique. Le forum d'Auguste est orné de marbre pélagien. Le mausolée circulaire rivalise avec les pyramides d'Égypte. Et un modeste amphithéâtre en bois répète des spectacles qui dégénéreront bientôt en ce colosse de pierre que nous connaissons sous le nom de Colisée. Lorsque Vespasien exploita le lac artificiel de Néron pour cimenter les arènes flaviennes, l'amphithéâtre s'ouvrit par des simulations de batailles navales, des courses de chars et des chasses pompeuses aux animaux exotiques, transformant les gladiateurs en influenceurs sponsorisés par des patriciens avides de gloire. Artiste frustré, Néron regarda la ville brûler lors du grand incendie de 64, joua de la lyre, selon les rumeurs, et profita de la catastrophe pour concevoir la Domus Aurea. Cependant, la naissance des pompiers, les vigiles, fut en réalité son héritage le plus concret. Domitien hérita de la mégalomanie et répandit la terreur flavienne à l'aide d'informateurs et de maestas, bien qu'il ait reconstruit le forum et installé sur le mont Palatin un palais digne de Beverly Hills, agrémenté de fontaines, de marbre africain et de plafonds dorés à la feuille. Après son assassinat, débuta l'âge d'or des Antonins, un gouvernement de philosophes et de juristes qui construisirent le mur d'Adrien en Bretagne, consolidèrent le Lime germanique avec des forts de pierre et exportèrent une image de stabilité qui séduisit les chroniqueurs ultérieurs. Trajan, premier empereur, né en Hispanie, étendit les frontières de l'Écosse à la Mésopotamie et érigea sa célèbre colonne qui raconte, dans une spirale de 200 mètres, la conquête de la Dacie avec un réalisme quasi cinématographique. Sous son règne, le droit des gens simplifia la citoyenneté et facilita l'intégration. Province, un geste qui mit fin aux rébellions et alimenta l'économie grâce à de nouveaux contribuables. La vie quotidienne romaine s'épanouit dans ce climat de prospérité. Les thermes de Caracalla proposent des gymnases, des bibliothèques et des piscines chauffées à des prix dérisoires, tandis que des graffitis obscènes révèlent un humour populaire qui se moque aussi bien des légionnaires que des sénateurs. Les soldats mangent du pain, du fromage et du vin coupé d'eau, portent un équipement de 30 kg et marchent, selon Végès, 29 km en 5 heures. Preuve d'une logistique impeccable qui entretient les routes, les ponts et les bureaux de poste tous les 25 km. Les tabernas et de la Zoubra servent du garum épicé, des olives d'Hispanie et du vin syrien. Et l'agitation se mêle aux cris des argentaries, banquiers qui échangent les monnaies provinciales et financent les caravanes vers le Bosphore. Tout n'est pas harmonieux dans la Rome de la Haute Empire. Les épidémies de peste antonine
anciens se réunissent dans d'humbles demeures. Du Trastevere, et les augures débattent des présages des comètes. Mais l'édifice politique repose toujours sur l'autorité incontestée du princeps. Au-delà de l'urbe, le réseau de cités imite la capitale avec ses forums, ses temples de la triade capitoline et ses petits amphithéâtres. Et le latin devient la langue véhiculaire qui standardise les édits, les contrats et les épitaphes de Tarazona à Palmyre. En 235, cependant, les sévères s'éteignent, les salaires augmentent avec la dépréciation du denier, et les légions frontalières acclament un soldat impitoyable, Maximin le Thrace, signe que la vieille aristocratie a perdu le contrôle des jeux. La mort d'Alexandre Sévère marque la fin symbolique de l'âge d'or, car les siècles à venir seront rongés par les usurpateurs, les crises monétaires et les barbares rôdant. Mais les fondations bâties pendant 5 siècles continueront de soutenir l'idée de Rome bien après que le marbre se soit fissuré. Rome et Carthage se regardaient de l'autre côté de la Méditerranée, tels deux boxeurs se jaugeant pour le premier round, calculant la portée de leurs armes et la position de leurs mâchoires. Le littoral italien constituait le coin gauche du ring et le golfe de Tunis le coin droit, les vagues agissant comme des cordes élastiques, renvoyant chaque défi avec un écho salé. Le premier affrontement s'ouvrit avec la même brutalité qu'un coup de poing aux voix lorsque les Romains débarquèrent en Sicile, convaincus que l'île était une extension naturelle de la péninsule. Carthage répliqua, en alignant des trirèmes laqués de pourpre et en équipant son infanterie de cuirasses étincelantes, qui brillaient comme des écares de poisson au soleil, car l'orgueil punique n'entrait jamais au combat en armure terne. Les batailles navales se succédaient à un rythme effréné, chacune se soldant par des éclats de bois, les cris des rameurs et le nouveau dispositif romain, le corvus, qui transformait la mer en voie de passage terrestre. Le contrôle des routes céréalières en Sicile changea de main, et l'arbitre, invisible, accorda le premier point à Rome, tandis que les sirènes de Carthage juraient vengeance. Le deuxième assaut débuta lorsqu'un général impitoyable, Hamilcar Barca, imposa à ses fils la promesse d'une restitution intégrale, promesse qu'Hannibal assimila comme si elle était sa langue maternelle. À sa compte, le serment se transforma en flamme, et le Sénat romain observa avec stupeur la guerre se propager aux portes de la République. Hannibal transforma le voyage à travers l'Hispanie, le Rhône et les Alpes en un road trip réaliste digne d'une épopée moderne, avec des éléphants glissant dans la neige et des batailles gaéliques aux allures de quêtes secondaires d'un jeu vidéo incessant. Chaque virage glacé tuait une bête, mais il remontait le moral d'une armée apprenant à survivre grâce au sang mêlé de vin chaud et de viande séchée au cuir. Alors qu'il descendait sur la plaine du Pô, les trompettes carthaginoises résonnèrent, sous une brume aux senteurs, de pain et de défis, et le boxeur africain semblait prêt à encaisser le uppercut qui allait faire tomber Rome. Le point culminant de cette chorégraphie fut Cannes, un échiquier de pièces, vivante sous le mouvement en tenaille parfait de l'infanterie légère et de la cavalerie numide, enveloppait des légions si serrées qu'elles ne pouvaient même pas dégainer leurs épées. 80 000 hommes tombèrent en une seule matinée, et la poussière des campagnes s'éleva tel un linceul collectif.
qui obscurcit le soleil italien. Cependant, Rome refusa d'embrasser la toile, recruta des esclaves, força des adolescents à manier le glaive et nomma des dictateurs qui jurèrent de ne jamais revenir dans la ville, sans la victoire attachée à leur taille. Le troisième round sonna le glas, lorsque Scipion déplaça le combat en Afrique du Nord, forçant Hannibal à se replier dans ses murs tel un boxeur, surpris par un crochet qu'il n'avait pas vu venir. À Zama, les Numides changèrent de camp, les éléphants se débandèrent au son des trompettes stridentes, et le général punique, vaincu mais non humilié, comprit que le bourreau romain dicterait les règles du futur, les indemnités, la perte de la flotte et l'interdiction de lever une armée furent comme des pansements humides qui empêchèrent l'hémorragie, mais ne cicatrisèrent pas la blessure morale. 50 ans plus tard, Caton l'Ancien se leva à chaque séance du Sénat et termina son discours par une déclaration obsessionnelle. Carthage devait être détruite. En Indre Vertinienda Viteici, la patience s'épuisa et la ville assiégée résista 3 ans, se nourrissant d'herbes et de prêles, tandis que les projectiles romains perçaient les remparts. Le siège final fut un massacre de rue qui dura 6 jours, et cette nuit, sous des torches qui transformèrent le ciel nocturne en une voûte orangée. La légende raconte que les vainqueurs répandirent du sel sur les champs pour empêcher toute germination. Mais l'archéologie indique qu'une telle brutalité symbolique relève davantage de la rhétorique que de la pratique agricole. Ce qui se produisit fut la démolition systématique des remparts, l'incendie des archives et le transfert des dieux tutélaires au Capitole, comme trophée spirituel. Alors que la poussière était encore dans l'air, César comprit l'intérêt d'exploiter l'enclave et planifia une colonie. Mais c'est Auguste qui termina le travail avec la précision d'un arpenteur. La nouvelle Carthago Nova Africa apparut avec le plan rectiligne d'un damier romain, un forum axial flanqué de tentes en tissu violet et un capitole en grès rappelant en miniature celui de l'Urbs. Les rues étaient pavées de dalles bien carrées et les eaux usées s'écoulaient par des égouts modelés sur les maxima, sans la puanteur que tant de voyageurs aguerris attribuent au Tibre. La province d'Africa proconsular devint bientôt le grenier de l'Empire, ses champs de céréales s'étendant tels des tapis dorés jusqu'aux montagnes de l'Atlas. Chaque année, les navires de la Nonne partaient vers Ostie, chargés de 30 000 tonnes de blé. Les amphores vides étaient entassés à Rome pour former la colline artificielle du Monte Testaccio, vestige le plus étrange d'une civilisation qui avait transformé les déchets en topographie. Des cages en bois renforcé étaient également amarrés dans les ports d'Adrumète, d'Hypodiarite et de Carthage, contenant des lions, des panthères et des autruches, capturés par des chasseurs gétules, armés de filets de chanvre et de fléchettes, trempés dans du bélénium. Ces animaux embarquaient pour un voyage de 2 semaines jusqu'au Colisée, où ils mouraient au milieu d'acclamations mêlant fascination et cruauté, leur dernier rugissement s'éteignant sous le tonnerre des cuivres et des tambours. Au même moment, le culte local de Dani, déesse lunaire et maternelle, fusionnait avec la figure sévère de Saturne, produisant un syncrétisme où la faucille agricole coexistait avec les symboles de fertilité stellaire. Le Tophet
Cet énigmatique sanctuaire composé d'urnes, d'enfants brûlés, alimenta le débat sur le sacrifice humain, et les érudits modernes hésitent encore entre nier cette pratique ou l'accepter dans un cadre sacrificiel restreint, alors que les prêtres adoptaient la convergence religieuse. L'élite rurale construisait des villas entourées d'oliveraies dont la teinte bleutée produisait l'une des huiles les plus prisées de la Mare Nostrum. Des tablettes de plomb retrouvées à Soufétula enregistrent les prix et les millésimes, révélant qu'une amphore d'huile africaine pouvait coûter 2 fois moins cher que son équivalent bétique, grâce à la proximité du marché italique. Le garum local, cependant, ne parvint pas à éclipser la variété hispanique, peut-être en raison de sa saveur moins intense ou du battage publicitaire des usines de Cadix. Mais il continua d'affluer vers les tables plébéiennes, où le poisson salé était le condiment indispensable. Au IIe siècle, Septime Sévère, fils favori de Leptis Magan, monta sur le trône impérial et redonna à l'Afrique sa gloire d'être au centre du monde, organisant des jeux perpétuels et érigeant dans sa ville natale une arche monumentale dont les corniches reprenaient des lions ailés, mantra de pouvoir. Sous son règne, les légions africaines reçurent de succulentes primes et les villes obtinrent des privilèges fiscaux qui consolidèrent une classe moyenne de marchands berbères et de colons italiens au sud de Carthage, au milieu des oliveraies et de la poussière rouge s'élevait l'amphithéâtre de Tistrus, aujourd'hui Elgem, un mini-colisée pouvant accueillir 20 000 spectateurs et ornant ses gradins de mosaïques si fines qu'elles ressemblaient à des tapis déroulés pour les dieux. Ces mosaïques représentaient des gladiateurs portant des noms de scène, des palmes d'or et des marques de sponsoring, preuve que le marketing sportif n'avait pas été inventé à l'époque contemporaine. Au cours du IVe siècle, le christianisme s'est développé dans des basiliques réutilisant les tambours à colonnes puniques, et les querelles donatistes ont alimenté la rhétorique d'évêques, comme Augustin d'Hippone. La sécurité maritime s'est érodée lorsque les pirates ostoriens ont testé les avantages de l'attaque éclair, et les convois d'Hannon ont commencé à nécessiter une escorte compromettant la régularité du ravitaillement romain. En 429, une armée de vandales ariens menée par Genséric traversait depuis l'Hispanie, le vent d'est faisant gonfler des voiles qui ressemblaient à des ailes noires sur l'écume. En 10 ans, ils dominèrent la côte, pillèrent des villes, imposèrent des tribus sous forme de pétrole et prirent Carthage, presque sans résistance. La garnison impériale, manquant de soldes et de morale. La flotte, récemment inaugurée par les envahisseurs, traversa la mer Tyrrhénienne et débarqua à Rome, une horde disciplinée qui abattit les toits de bronze du Capitole, démantela des statues païennes et exhiba son butin comme preuve que le monde avait pris un tournant irréversible. Carthage, devenue capitale barbare, conserva le damier augustéen, mais remplaça les hymnes latins par des chants liturgiques ariens qui contrastaient avec la cadence latine des rares églises catholiques tolérées. L'ancien pugiliste de la riba africaine ne portait plus de pourpre impériale, mais du fer grossièrement martelé, et les anciens greniers à grains furent transformés en casernes pour les mercenaires morts. Les exportations de pétrole déclinèrent, les amphores cessèrent de s'accumuler à Testaccio, et Rome sentit la faim s'emparer de ce grenier qu'elle avait autrefois cherché à réduire en cendres.
bien que Justinien rêva de restaurer la province, et que Bélisère parvint brièvement à ériger le Vexium romain sur les ruines, l'essence classique de Carthage s'était évanouie comme l'écho d'un gong après son dernier coup. En 698, finalement, les Omeyyades rasèrent ce qui restait, et l'histoire se glissa dans un nouveau livre, où les versets coraniques remplaçaient les inscriptions latines. Mais le fantôme de la cité punique demeurait latent dans chaque fragment de marbre émergeant de la terre labourée. Carthage n'était pas seulement une rivale de Rome, ni un simple grenier, ni une simple ville martyre, mais un arc narratif complet. De la bravoure mercantile phénicienne à la résignation vandalisée, preuve tangible que les empires naissent, luttent, se réinventent et, à la fin, se débarrassent du passé comme de la peau d'un serpent qui ne reconnaît plus sa forme ancienne. Alexandre le Grand aperçut une bande de terre, protégée par l'île de Pharos, et désigna de sa lance le lieu de naissance de la cité, qui perpétuerait son nom et remplacerait Athènes comme métropole du savoir. Dinocrate de Rhodes traça sur le sable une planche. Hippodamien si rectiligne que les soldats comparèrent, ses rues aux cordes tendues d'une harpe colossale, et le bruit imaginaire de la circulation future semblait anticiper des siècles d'agitation. Le phare de Pharos était à l'origine un défi lancé à l'horizon, et s'est terminé comme la troisième merveille du monde, un prisme blanc qui élevait sa lanterne à 120 mètres et multipliait la lumière grâce à des miroirs de bronze, brunis, capables de guider les navires sûrs. Plus de 50 kilomètres par nuit claire. Chaque tremblement de terre brisait des rangées de blocs, mais les Ptolémées ajoutèrent des renforts et gravaient des inscriptions promettant l'éternité, se doutant peu que le temps finirait par découper la tour en 3 chapitres de ruines. Cléopâtre septième hérita de ce théâtre de marbre, déterminée à préserver son indépendance. Elle lança une campagne de propagande, frappant des pièces où son profil royal embrassait celui de Marc-Antoine, dans une chorégraphie de pouvoir qui horrifia le Sénat romain. La défaite d'Actium scella le destin des amants et permit à Octave Auguste d'annexer l'Égypte, de vendre du blé à Rome à prix d'or et de rebaptiser Alexandre, considéré comme un fragment terni de l'Empire, bien que la cité continuât de vibrer comme le cerveau commercial de la Méditerranée orientale. La bibliothèque, l'enfant chéri de Ptolémée Ier, contenait des étagères ancêtres remplies de rouleaux encodés avec des cartes d'argile et soumettait chaque navire en visite à une copie obligatoire, de sorte que les scribes confisquaient les originaux, produisaient des répliques et rendaient au capitaine une calligraphie impeccable, sentant l'encre fraîche, des incendies partiels, des étincelles involontaires de Jules César, ou flammes peut-être préméditées, d'Aurélien, dévorèrent cet océan de connaissances par section. Mais il y avait toujours des bibliothécaires prêts à reconstituer des catalogues perdus et à rechercher de nouvelles acquisitions au foire d'Athènes ou dans les scriptoriums de Pergame. Dans le quartier juif, la cadence hébraïque résonnait aux côtés du grec koiné, et là, 72 sages traduisirent la Torah, afin que les fidèles de la diaspora n'oublient pas la loi. Une prouesse appelée la Septante, qui déclencha des débats rabbiniques sur l'autorité de la parole inspirée, lorsqu'elle change de langue. Des synagogues de marbre blanc coexistaient avec des temples égyptiens repeints d'ocre rouge et des sanctuaires grecs arborant des fresques de nymphes, jouant avec des tritons, le tout dans un contexte de tensions ethniques qui dégénérait parfois
en émeute nocturne. Le Nil offrait des récoltes inépuisables et des convois de greniers à voile, des navires insulaires de 400 tonnes, capables de transporter 1 million de rations, naviguaient vers Ostie, sous la protection de Liburniens, armée dont le capitaine devait jurer que la cargaison ne serait pas détournée à des fins personnelles. Le préfet de l'Annone d'Alexandrie devint l'une des autorités les plus redoutées, car une grève des dockers pouvait priver Rome de pain et priver l'empereur de patience. Cette diplomatie du blé maintenait la loyauté de la plèbe urbaine comme aucune parade militaire. Au Muséon, le palais séculier des Muses, Ératosthène mesura la circonférence de la Terre à l'ombre d'un pieu et avec l'ingéniosité de comparer des puits. Hérophile décrivit le cerveau comme le siège de l'intelligence, tout en disséquant des prisonniers encore palpitants. Et Héron émerveilla le public avec ses portes automatiques et ses machines à vapeur qui faisaient tourner des sphères grâce à la simple pression de l'air et de l'eau. Les visiteurs, assis dans des gradins improvisés, applaudissaient les expériences comme s'ils assistaient à un spectacle de magie où la science était la magicienne suprême. La religion officielle équilibrait les influences égyptiennes et hellénistiques à travers le culte de Sérapis, divinité composite portant un panier à grains sur la tête et le sceptre de Zeus à la main. Mais le syncrétisme n'empêcha pas les affrontements avec les fidèles d'Isis ni avec les chrétiens sortant des catacombes de la Domus pour reprendre possession des temples ouverts. Théodose promulgua un décret fermant les sanctuaires païens et ordonnant le renversement des idoles. Les colonnes pictes du Sérapéum s'effondrèrent au milieu des champs de psaumes et de la poussière de plâtre, tandis que les prêtres abritaient des statuettes dans des caves dans l'espoir d'un retour futur. Dans ce milieu culturel, Hypatie se distingua, une mathématicienne, à la voix calme qui enseigna la géométrie néoclassique au jeune magistrat et perfectionna la conception de l'astrolabe pour prédire les éclipses en 1 minute et demie. Un exploit étonnant pour l'époque. Son lynchage en 415, orchestré par des fanatiques qui déchiraient sa chair avec des coquillages acérés, projeta une ombre sur l'arène plus longue que l'obélisque de Cléopâtre et avertit le monde que la pensée pourrait subir le même sort que les idoles de marbre. Lors de sa visite dans la ville, Dioclétien ordonna l'érection d'une colonne monolithique de granit rouge pour commémorer sa victoire sur un rival usurpateur. Des siècles plus tard, ce monument fut attribué par erreur à Pompée et perpétué sur les cartes touristiques avec une confusion digne d'un roman historique. L'empereur lui-même promulgua l'édit des prix maximum, fixant la valeur de 100 litres d'huile ou d'un talent de pourpre et reléguant les spéculateurs au tréfonds de la prison. Bien que le marché noir prospérât comme le lierre sur les murs du palais, la ville survécut grâce à un réseau de canaux nilotiques qui irriguait les vergers, un nilomètre qui enregistrait la hauteur des crues et imposait des taxes proportionnelles, et l'exportation du papyrus, dont la texture crémeuse était convoitée depuis l'Inde jusqu'à la cour impériale de Trêves. Sous les eaux troubles de la baie, l'antique Héracléon sommeillait, abritant sphinx submergés, colonnes effondrées et amulettes d'or que les archéologues explorent aujourd'hui, tels des astronautes en plongée assistée de robots, dessinant des modèles tridimensionnels dans la pénombre bleu-vert. Pendant 3 siècles,
La ville fut le théâtre de processions coptes et de marchands, sassanides, de légions enrôlées en Pannonie et de caravanes apportant des émeraudes du désert oriental, jusqu'à ce qu'un islam jeune et en expansion jette son dévolu sur le delta. En 641, les troupes d'Amr ibn Allah conquirent Alexandrie, après un bref siège, et promirent de respecter les citoyens en échange d'un impôt par habitant. Une légende ultérieure prétendit cependant que les bibliothèques brûlèrent, parce que les volumes n'étaient pas dans le Coran, ou y étaient déjà, et donc inutiles. Le phare, affaibli par les tremblements de terre, continua d'éclairer les routes pendant quelques années encore, puis s'éteignit à jamais. La lanterne qui avait guidé Jules César, Cléopâtre et Justin II fut réduite à de simples rochers reconvertis sur les remparts mamelouks. Alexandrie, à la fin de l'Égypte antique, mourut plusieurs fois et renaquit avec des accents différents. Mais son héritage intellectuel se dispersa, comme le pollen emporté par les mouettes sur l'écume, laissant dans chaque port méditerranéen un rayon de lumière qui animait monastère, maison de traduction et laboratoire d'alchimie. La cité d'Alexandre, conquise d'abord par les empereurs, puis par les patriarches, et enfin par les califes, démontra que la science, le commerce et la tolérance reposent sur un équilibre aussi délicat que la flamme d'une lampe sur le pont, capable d'être éteinte par le souffle d'une seule nuit venteuse, et pourtant d'attiser la curiosité sur des rivages lointains où les marins murmurent. Des histoires sur le phare qui ressemblait à une étoile posée sur la terre. Antioche naquit en 300 avant. Gicée lorsque Séleucus Ier, commandant en chef d'Alexandre, jalonna la rive orientale de l'Oronte et la proclama capitale de sa partie asiatique. Les lignes épurées de son urbanisme, flanquées de murailles cyclopéennes, capables de contenir des éléphants, lui valurent le surnom de Reine de l'Orient et un prestige immédiat parmi les cités hellénistiques. Une avenue centrale de 4 km traçait l'axe central de la ville, et les architectes la surmontèrent de colonnades de marbre supportant des portiques peints, tandis qu'en dessous courait un système d'égouts invisibles qui captait l'eau des pluies atlantiques du Taurus. Tous les 30 pas se dressait une lampe à huile dont la flamme jaunâtre dessinait une succession de cercles lumineux sur les dalles, si bien que l'artère principale ressemblait à un collier d'ambre tendu sur la pierre humide. L'enclave devint rapidement une plaque tournante pour les routes lointaines. Les caravanes nabatéennes arrivaient parfumées à la résine d'encens. Les marchands indiens déchargeaient du poivre dans des sacs huileux. Et les émissaires du Haxing chinois offraient des rouleaux de soie qui bruissaient lorsqu'on les déployait. Sous les rois séleucides, Antioche vendait également des céréales syriennes, des raisins de byblos et des esclaves gaulois ayant survécu à la guerre d'Asie mineure, bâtissant ainsi une économie multiforme, alimentée par l'échangeur de Rhodes et les marbriers de Paro. Son prestige continua de croître après l'arrivée de Pompée, qui intégra la ville à l'orbite romaine sans compromettre son autonomie, et en fit le siège de l'héritage impérial pour le percepteur syrien. Lorsque l'empereur Trajan traversa l'Euphrate lors de sa campagne mésopotamienne, en 115 après Jésus-Christ, Gicée, il choisit Antioche comme quartier d'hiver, mais un tremblement de terre et un incendie simultanés rasèrent temples et maisons du mont Silpius et écrasèrent des milliers de citoyens sous des cascades de tuiles enflammées.
Des ingénieurs envoyés de Rome construisirent en 5 ans une nouvelle couche urbaine sur les cendres, employant une maçonnerie renforcée de bronze et des décorations anatomiques représentant Niké, protectrice contre les futurs coups du sort. Ce renouveau consolida la réputation d'Antioche, réputé pour sa capacité à défier la tragédie grâce à des reconstructions express plus grandioses que les précédentes, une tradition que la ville perpétua. Pendant 4 siècles, pendant le remplacement des pierres, les apôtres Pierre et Paul prêchèrent dans les cours des teinturiers et sous les arcades du Cardo. C'est là, selon la tradition, que les adeptes de la nouvelle secte, qui mêlait Galiléens et Syriens de langue grecque, furent pour la première fois appelés chrétiens. La ville accueillit des conciles locaux qui discutèrent de la validité des circoncisions spirituelles et développèrent des embryons de credo, tout en engendrant ses propres hérésies, telles que l'arianisme, le nestorianisme et la doctrine de Paul de Samosate, un évêque régnant qui administrait les liturgies et les finances avec la même aisance. Jean Chrysostome apprit l'art de la rhétorique dans ses basiliques, prononça des discours tonitruants contre la cupidité des marchands et façonna le langage ecclésiastique qui allait plus tard résonner à Constantinople, loin du brouhaha doctrinal, dans la luxuriante et verdoyante banlieue sud de Daphné. Les termes étaient associés à des mosaïques de nymphes émergeant de l'eau pour séduire les philosophes épicuriens, et chaque crépuscule s'élevait de rumeurs érotiques capables de scandaliser les centurions les plus endurcis. Le théâtre de la ville pouvait accueillir 30 000 places, ses gradins de marbre résonnant de tragédies euripidiennes et de farces latines. Mais le véritable fracas provenait de l'hippodrome, où les supporters de la faction bleue pariaient des fortunes équivalentes à des villas sur la victoire de leur char. Les hostilités avec les empires de l'intérieur se poursuivirent sans relâche, et les campagnes parthes, suivies de celles des Sassanides, firent d'Antioche un butin convoité et une victime récurrente d'assauts qui dévastèrent ses faubourgs. En 260, Shashapur Ier captura l'empereur Valérien à Édesse et fit défiler des prisonniers romains attachés par le cou dans les rues d'Antioche, tandis que des artisans locaux fondaient des métaux pour payer des rançons qui ne furent jamais matérialisées. Une légende tardive raconte que la peau de César vaincu aurait été utilisée pour recouvrir le trône perse, et bien que ce mythe manque de fondement archéologique, il illustre l'humiliation que la reine d'Orient observa depuis ses tours de guet. Les guerres laissèrent des traces, tours détruites et quartiers dépeuplés, mais la ville résista. Grâce à la forteresse de Beitras et à un système de balises incendiaires relié à Dura et au fort de l'Euphrate, envoyant des messages codés en quelques minutes sur les avancées ennemies. Des anachorètes apparurent sur les collines voisines, préférant s'appuyer sur des piliers de pierre plutôt que de partager le marché. Et Siméon le stylite transforma sa colonne en chaire permanente d'où il prêchait aux pèlerins, qui arrivaient avec la voix tremblante sur la langue. Des marchands, toujours pragmatiques, installèrent des étals au pied de ces colonnes pour vendre des amulettes fabriquées à partir de prétendus éclats de la stipe sacrée, inaugurant ainsi une industrie improvisée de reliques certifiées qui financerait monastères et aventuriers
La nature, un ennemi plus constant que les armées étrangères, secoua la région le 2e jour de la Pentecôte de 526, lorsqu'un tremblement de terre dévasta le littoral et déclencha des incendies qui se propagèrent dans un vent ardent, faisant fondre des cloches et éventrant des mosaïques qui avaient résisté au Parthes. Les chroniqueurs estimèrent le nombre de morts à 250 000 et décrivirent un taux de mortalité si élevé que les fossoyeurs entassèrent les corps dans des fosses communes parfumées à la résine pour dissimuler la peste déjà en gestation. À peine 14 ans plus tard, la grande peste de Justinien frappa. Les médecins de la ville, formés par Galien, mais impuissants face à la bactérie, observèrent des bubons brûlants, tandis que le préfet réquisitionnait des navires pour évacuer l'armée avant que les rats des greniers ne se propagent en amont. L'organisation des funérailles incluait des torches nocturnes, des chariots grinçants et des fosses débordantes. Les notaires rédigeaient les testaments d'une main tremblante, craignant que l'encre ne sèche avant que le scribe ne rende son dernier souffle. Ce coup scella le sort d'Antioche. Les greniers se vidèrent, les routes de la soie cherchèrent des ports plus sûrs, et la cour de Constantinople reléguait la ville au second plan. Dans ses priorités stratégiques, la vie spirituelle se retira derrière les murs reconstruits par Anastase, où les évêques se disputèrent sur la quantité d'encens à brûler pour conjurer la peste, et les mosaïques de Daphné perdirent leur éclat sous une couche de cendres. Cependant, la culture ne disparut pas complètement, car les artisans verriers continuèrent à couler des coupes verdâtres qui arrivaient sur les marchés de Ravenne, et les copistes des scriptoria conservèrent des traités de médecine, ainsi que des récits de martyrs locaux. Lorsque les armées arabes s'apprêtèrent à descendre de la péninsule et que le nouvel ouragan religieux commença à souffler, Antioche était déjà une vieille femme d'une beauté indéniable, mais dont les os étaient brisés, qui maintenait sa dignité au milieu de ruines, peintes de lamentation. La reine d'Orient, qui avait abrité des chevaux de course, des incendies impériaux et des conciles définissant des dogmes, semblait attendre le prochain conquérant avec la résignation de celle qui a appris qu'aucun mur, aussi cyclopéen soit-il, n'est plus puissant que le courant sous-jacent du temps. Antioche enseigna aux générations suivantes que la richesse peut se concevoir à la croisée des chemins, mais que la fragilité voyage caché parmi les caravanes et les tremblements de terre, et que le souvenir d'un port de soie, d'une mosaïque de nymphes et d'un sermon sur une colonne peut survivre lorsque des pierres tombent et que les feux s'éteignent, lorsque le soleil d'un après-midi inhabituel de septembre 275 illumina les toits d'ardoise d'Augusta Treverorum. La ville comprit que son destin allait à jamais basculer du statut de simple capitale tribale des Trévires vers celui de centre névralgique d'un empire épuisé. Le Rhin, qui courait à quelques kilomètres à l'est, telle une frontière liquide contre les barbares, semblait une corde tendue prête à rompre, et sur cette corde, les empereurs se succédaient aussi fugitivement que des lanternes dans la tempête. La crise du IIIe siècle avait commencé par une rupture économique, avec des pièces de monnaie frelatées qui mélangeaient du cuivre jusqu'à ce que le denier prenne une teinte rougeâtre due à l'anémie monétaire. Mais elle dégénéra bientôt en un cortège d'usurpateurs gaulois qui se proclamèrent César d'Occident pour la protéger de Rome, et des cavaliers germaniques
Postumus, Victorinus et Tetricus frappaient des solidi dans les ateliers de Trèves qui proclamaient la Pax Augusta, tandis que leur cohorte barbue parcourait le forum en quête d'impôts en nature, car personne ne faisait plus confiance aux pièces de métal creuses. Les premiers chefs alamans autorisaient les fédérés à se promener entre les colonnes corinthiennes, épées de fer en bandoulière et barbes tressées, tandis que les vieux sénateurs très verts cachaient leur horreur derrière des verres de vin de Moselle, tentant de préserver l'arôme du miel et des pommes au milieu des rumeurs de pillage. Lorsque Dioclétien arriva au pouvoir, il découvrit qu'un César et un Auguste ne suffisaient pas à patrouiller toutes les brèches. Il divisa donc la logistique comme un joueur distribuant de nouvelles cartes et nomma un César pour chaque moitié du plateau, installant des casernes mobiles remplies de munitions et de greniers dans l'arrière-pays de Trèves. La ville devint ainsi la résidence impériale du Rhin, et les travaux publics explosèrent dans une orgie de briques et de marbre qui modifia la silhouette urbaine, comme si un sculpteur ivre avait reçu carte blanche à 1 kilomètre du centre-ville. Un amphithéâtre semi-circulaire, construit un siècle plus tôt mais partiellement enseveli sous des monticules de décombres, fut restauré avec des gradins renforcés, des entrées pour les voitures et un système de cages souterraines qui élevaient les ours calédoniens importés contre les gladiateurs gaulois vêtus d'épaulettes de bronze polies. Le prix du sang était indiqué en deniers contenant encore de l'argent, et une journée de jeu coûtait au trésor local de quoi réparer 3 ponts de pierre. Mais la foule avait plus besoin de divertissement que d'infrastructures. Sous les rugissements des maçons syriens construisirent les bains impériaux, XXL, complexes comme des palais effondrés sur leurs fondations, équipés d'hypocaustes qui canalisaient l'air chaud sous des mosaïques bleutées et créaient des bassins olympiques d'eau turquoise où sénateurs, matrones et centurions partageaient des vapeurs parfumées à la menthe et à la résine. L'entrée coûtait un folie pour le bain commun et 3 pour la section mixte, un prix qui se retrouvait dans les graffitis sur les murs, à côté de plaisanteries obscènes comparant la chaleur du caldarium à la bouche de Vulcain. De l'autre côté du forum s'élevait l'Aula Palatina, une grande salle à l'abside de briques rouges où se tenaient les audiences de Constantin, sous un plafond où le Chiro était représenté dans un firmament d'étoiles d'or, rappelant aux visiteurs que la nouvelle foi de l'empereur l'accompagnait depuis la vision du pont Milvius. La mère de Constantin, Hélène, arriva de Jérusalem avec des reliques et se vanta d'avoir trouvé le saint clou qui avait transpercé le pied droit du Christ, un trophée que les orfèvres locaux enchâssèrent dans le diadème impérial, preuve que le Rhin pouvait aussi absorber l'aura de la Terre Sainte. La Porta Nigra, gigantesque porte de basalte érigée par les légionnaires de la Légio 22, s'assombrit encore sous la suie des torches. La population craignait que la frénésie des nouvelles constructions ne la condamne à la carrière. Mais un ermite grec nommé Siméon Hyparin trouva refuge et la transforma en église, la sauvant par des prières mêlées au chant des burins. Le commerce ne se résumait pas à la foi et à la pierre. Le vin de Moselle atteignit son apogée avec des vignes en terrasse qui grimpaient sur les rives tels des serpents. Verts et les amphores estampillées des initiales A.T. pour
Augusta Treverorum voyageait jusqu'à Lutèce, Londinium et Rome même, devenant peut-être les premières appellations d'origine légitimées par des édits municipaux. Les vignerons mesuraient la densité du mou avec des bâtons de cyprès et juraient que son bouquet pouvait apaiser la mélancolie des vétérans, un argument qui trouvait un écho auprès des tribuns avides de soleil italien. Les murs furent renforcés à l'aide de pierres de taille pillées dans les mausolées de banlieue, un recyclage qui irrita les descendants des défunts, mais assura un périmètre capable de résister aux béliers francs et aux tours mobiles construites à partir d'ormes abattus outre-Rhin lorsque les invasions à la manne reprirent. La garnison tint bon, mais les champs environnants brûlèrent, comme des torches improvisées, forçant les paysans à se réfugier derrière les portes, avec leurs cochons attachés et leurs guitares gauloises. Les nuits d'alerte, les cloches du monastère d'Eucarius s'élevaient tels des gémissements métalliques portés par le vent, rappelant que Trèves avait fondé l'un des premiers monastères féminins au nord des Alpes, où des femmes de noble naissance recopiaient des psaumes sur des parchemins à portée de Chartres. Les conciles anti-ariens réunis dans la basilique chrétienne interdisaient aux évêques d'adopter la doctrine niant la consubstantialité du Fils, et les procès-verbaux furent envoyés à Milan avec des sceaux de cire estampillés à l'image de saint Agris, l'évêque local qui défendait l'homoousios, comme s'il s'agissait d'un rempart théologique. Pendant des décennies, la capitale occidentale alterna entre périodes d'opulence et vagues de peur, mais tout changea à l'hiver 406, lorsque le Rhin se transforma en route et qu'une coalition de Vandales, d'Alain et de Suève, le traversa sans se mouiller les chevilles. Les tours de garde allumèrent des torches. Le système de signalisation envoya de la fumée jusqu'à Mogontiacum et Cologne, mais la masse barbare était un fleuve humain qui ne prêtait aucune attention aux formalités frontalières. Des chauves-souris dormaient dans les poutres de la Porta Nigra lorsque les premiers fugitifs arrivèrent avec des récits de massacres, d'incendies et d'égouts débordant de cadavres, et les fonctionnaires impériaux comprirent que l'arrière-garde n'existait plus. Le préfet du prétoire rassembla le clergé, vendit une partie du trésor et fit charger des charrettes de statues de bronze et de parchemins notariés, avant de fuir vers Arelat, l'actuelle Arles, où l'administration tenterait de renaître sous un ciel moins menaçant. Les vieux remparts restèrent avec une poignée de défenseurs, et bien que Trèves échappât à la destruction totale, la ville perdit son lustre impérial et se résigna à n'être qu'une agglomération fortifiée sous le patronage intermittent de rois barbares fédérés qui exigeaient un tribut de vin et promettaient protection en échange de leur entretien. Les termes devinrent une garnison. Pour les mercenaires, la salle de classe palatine servit occasionnellement d'écurie, et l'amphithéâtre était envahi par la végétation tel un cratère, abandonné par les dieux du spectacle. Pourtant, parmi les ruines, le parfum du vin et l'écho des décrets conciliaires persistaient, rappelant aux survivants qu'un fragment de Rome y avait pris racine, et que la mémoire, telle la vigne, est capable de renaître d'un seul pauvre, dès qu'un soleil généreux la réchauffe. Constantin choisit la péninsule trapézoïdale de Byzance comme une encre d'or capable de soutenir l'Empire face aux vents contraires, soufflant d'Asie et d'Europe. Auguste arriva au printemps, traça un cercle votif autour de la colline principale avec une charrue, et ordonna que personne ne perturbe le fossé, pas même lorsqu'il s'arrêta pour indiquer l'emplacement de l'Omphalos. Le nombril mystique du
les prêtres transportèrent des reliques de la Passion, des clous sacrés, de la terre du Golgotha et des fragments de la crèche, et les enterrèrent sous le milliarium qui marquait le kilomètre zéro de toutes les routes. Le nom de Constantinople fut annoncé en lettres de bronze sur les bordures et, peu après, imprimé sur des médaillons représentant une femme couronnée, Tyché, symbole de la nouvelle capitale aspirant à hériter du destin de Rome sans ses labeurs païens. Théodose II renforce ce rêve par des murs monumentaux formant une triple ceinture de pierre, recouverte de briques et gardée par des tours carrées qui se reflétaient, telles des dents, dans la mer de Marmara, au coucher du soleil. Entre les murs extérieurs et intérieurs couraient des douves inondables dont les vannes s'ouvraient pour engloutir tout bélier. Les chroniqueurs ont rapporté d'anciens essais d'artillerie ou des catapultes étaient testés sur des mannequins de paille, comme si les loisirs impériaux étaient un laboratoire de la mort. La conversion officielle au christianisme accélère le rythme liturgique de la ville et lors du concile de 380 ans, tenu dans un palais encore imprégné de plâtre frais, la querelle arienne fut réglée par un credo définissant le Saint-Esprit comme Seigneur et dispensateur de vie. Pour célébrer l'orthodoxie, des sculpteurs fondirent une statue colossale de Théodose, érigée sur l'Augustaion, une place pavée de marbre, où des colombes encerclaient la couronne impériale, comme pour veiller sur l'avenir. Mais l'avenir arriva avec fumée et cris, le jour où les factions bleues et vertes, fans de l'hippodrome, fusionnèrent dans une émeute aux proportions tectoniques que l'histoire retiendra sous le nom de Nika. Les tours de bois entourant la piste brûlèrent, les dalles du forum rougirent de sang, et 30 000 corps furent entassés le long de l'axe central de l'hippodrome, avant que Bélisère et Mendos ne rétablissent l'autorité, sur ordre de Justinien. L'empereur, régnant tel un César tardif, se leva aux côtés de Théodora, une actrice devenue Augusta, et tous deux décrétèrent des impôts si lourds que les caisses retentirent à nouveau comme des cymbales, finançant le chef-d'œuvre d'Antémius et d'Isidore, Sainte Sophie. En seulement 5 ans, des pendentifs ressemblant à des voiles pétrifiés apparurent, ainsi qu'un dôme flottant au-dessus d'anneaux de fenêtres dont la lueur faisait croire aux pèlerins que l'édifice était soutenu par des colonnes d'or liquide. Puis la peste arriva d'Égypte dans des sacs de céréales et dans le ventre de rats invisibles, et la ville chantante fut réduite à un murmure mortuaire, où les crieurs publics annonçaient, non pas du pain, mais des tombes. Procope décrit des navires immobilisés au port, des temples transformés en hôpitaux, et des quartiers où les vivants traînaient les morts, avec des crochets de fer, car la puanteur rendait même les hiérophantes maladroits. Des leçons de cette catastrophe émergea un nouveau modèle militaire et fiscal, le système thématique, qui fusionnait la ferme et la caserne, accordant aux soldats un lopin de terre, dont la récolte nourrissait sa lance et celle de ses fils. Des cataphractes à armure, d'écailles et des clibanaires, lançant des flèches incendiaires, surgirent dans la campagne anatolienne, tandis que le trésor payait de moins en moins en nature et de plus en plus par le biais d'exonérations fiscales sur les raisins et les olives. Mais la foi qui maintenait cette architecture politique s'ébranla au 8e siècle lorsque les empereurs isoriens
déclarèrent la guerre aux images, craignant que le culte des icônes n'attire la colère divine qui se manifesta par la défaite. Des moines tenaces dissimulèrent des mosaïques derrière de faux murs et peignirent des graffitis de sang dans des catacombes souterraines, persuadés que les pigments pouvaient être capturés, mais que le regard du martyr s'échappait comme le parfum d'une bouteille cassée. L'équilibre oscilla pendant plus d'un siècle, jusqu'à ce que la restauration de l'art sacré transforme le triomphe de l'orthodoxie en fête annuelle, et que la capitale retrouve ses couleurs de vert et d'or juste à temps pour l'âge de fer de Basile II. L'empereur, surnommé le tueur de Bulgares, revint de la campagne de Cleidion avec 14 000 prisonniers aveugles et ramena les survivants chez eux tels des fantômes vivants, brisant le dos du tsar Samuel et répandant la peur comme de la poudre à canon. En mer, les dromons sillonnaient la mer Égée, déclenchant le feu grégeois, un cocktail explosif qui brûlait sur l'eau et transformait les vagues en serpents sulfureux, un privilège technique qui tint à distance les Sarrasins et les Normands pendant des générations. Cependant, le mur spirituel séparant l'Orient de l'Occident fut brisé lorsque le patriarche Michel Kérularios ferma les portes de Sainte-Sophie aux légats pontificaux en 1054, scellant un schisme que ni les empereurs ni les princes latins ne parvinrent à réparer. Le ressentiment latent éclata avec la 4e croisade, lorsque les bannières chrétiennes changèrent de cap et débarquèrent à la Corne d'Or, attirés par la promesse de l'or et de la soie, plutôt que par la libération de Jérusalem. En 1204, les chevaliers ouvrirent une brèche dans les remparts, avec des tours de siège improvisées, et pillèrent d'icônes, calices et reliques, envoyant des doigts de saints et des fragments de la vraie croix sur les autels de Venise, Paris et Cologne. La ville survivante était une mosaïque brisée que les paléologues tentèrent de reconstituer, en important des peintres et des philosophes crétois qui avaient redécouvert Platon, tandis que les fresques de l'église de Cora présentaient une aurore vacue de bleu minéral et d'or solaire. Les derniers humanistes byzantins copièrent des manuscrits d'Euclide et de Ptolémée et les rapportèrent à Florence, où les typographes italiens lancèrent la révolution de l'imprimerie, qui allait multiplier la mémoire grecque comme un essaim d'abeilles métallique. Mais la renaissance intellectuelle ne suffisit pas à endiguer la marée ottomane, et Mehmed II, adolescent avide de Rome orientale, commanda des canons au maître hongrois Orban, dont les boulets de pierre pesaient une demi-tonne et faisaient trembler la terre à 1 kilomètre de distance. Le 29 mai 1453, après 57 nuits de tonnerre et de salve, une lune écarlate illumina la brèche de la porte Saint-Romain, et les janissaires entrèrent avec des trompettes qui étouffèrent les hymnes byzantins. Constantin XI, dernier de la lignée, retira ses insignes violets et se lança dans la bataille finale à la porte dorée, disparaissant au milieu d'une marée de lances qui ne reconnaissait ni nom ni couronne. À l'aube, le croissant de lune se leva au-dessus des dômes déchiquetés, et les imams récitèrent l'Adhan à l'intérieur de Sainte-Sophie, dont l'acoustique, éprouvée depuis des millénaires, amplifiait la nouvelle parole de Dieu, sans que le plâtre des séraphins ne verse une seule larme polychrome. « La ville !
rebaptisé Istanbul, conservait dans ses coffres des cartes marines et des traités d'optique, qui atteindraient plus tard Salamanque, Oxford et Prague, allumant des lampes coperniciennes à l'huile byzantine, les canons à poudre qui défendirent sans succès les remparts enseignèrent à l'Europe occidentale le potentiel de l'artillerie, et le bruit des bombardements ottomans se propagea telle une prophétie qui allait transformer la guerre d'Italie et les murs de Charlemagne. Ainsi périt Constantinople, non pas comme une flamme qui s'éteint subitement, mais comme une braise dispersée par les vents, emportant avec elle la calligraphie grecque, les techniques de mosaïque, les formules du feu liquide, et la conviction que l'histoire est un fleuve souterrain qui refait surface partout où il trouve une fissure de curiosité humaine.